À la une ce soir, une stratégie ivoirienne pour gérer durablement les produits chimiques. Les experts environnementaux sont réunis en atelier. L'Abissa 2014 est au plus haut à Grand Bassam. Événement important aujourd'hui, la première parade du roi Désiré Tanoé. Enfin, en Tunisie, la victoire du parti laïque Nida Tounes aux législatives, des élections démocratiques selon les Nations Unies. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Les produits chimiques, engrais, pesticides et autres résidus médicaux constituent un danger pour la santé humaine et l'environnement. Les experts environnementaux ivoiriens réunis en atelier récemment tentent d'élaborer une stratégie pour les gérer durablement. Elle vise une utilisation et une production de produits chimiques moins nuisibles pour la santé et l'environnement à l'horizon 2020. Le document sera soumis dans les prochains jours à l'appréciation du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes des produits chimiques, c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement ivoirien. Malgré les efforts consentis, l'on constate que ces substances chimiques présentent d'énormes risques et dangers pour la population. Il est donc important d'adopter une stratégie de gestion de ces produits chimiques en vue de réduire leur impact négatif sur l'homme et l'environnement. Il s'agit d'examiner et de valider un outil qui va permettre à notre pays de gérer de manière écologiquement rationnelle les produits chimiques, c'est-à-dire une gestion des produits chimiques qui sauvegarde l'environnement et la santé des populations. Nous avons le problème de la gestion des déchets médicaux qui contiennent aussi des substances chimiques. Nous avons aussi des pratiques comme le brûlage des pneus en plein air. Donc c'est l'ensemble de toutes ces préoccupations que nous avons consignées pour que nous puissions ensemble, avec tous les partenaires, gérer de manière écologiquement rationnelle les produits chimiques en Côte d'Ivoire. On se souvient très bien du Pobo Koala. C'était des produits chimiques qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire. Il faut pas que nous ayons un Pobo Koala interne à nous-mêmes. C'est pour cela que cet atelier nous paraît essentiel pour faire vraiment la cartographie des produits chimiques et de savoir quels sont les outils qui sont réservés à la bonne gestion, notamment à la gestion écologique. Ce document de stratégie nationale de gestion des produits chimiques va donc conduire à des solutions durables en matière de gestion des produits chimiques. Reportage de Grace Kando. Le laboratoire du bâtiment et des travaux publics fête ses 60 ans. La structure intervient depuis 1954 dans divers domaines, notamment le génie civil, le bâtiment et la sécurité des installations électriques intérieures. Gros plan sur les réalisations du LBTP en Côte d'Ivoire. Une conférence de presse pour lancer les festivités de son 60e anniversaire. Créé en 1954, le laboratoire du bâtiment et des travaux publics, en abrégé LBTP, est depuis 1993 une société anonyme à participation financière publique majoritaire. Dotée d'une expertise reconnue par les professionnels en Afrique de l'Ouest et du Centre, ses missions restent méconnues des profanes, du grand public en général. Ce 60e anniversaire offre l'occasion de mieux se faire connaître de ceux-ci et pour ce faire, le directeur général a bien voulu se prêter à un exercice de présentation. Le LBTP est là pour aider les Ivoiriens à avoir des bâtiments solides pour éviter que ces bâtiments où ils ont mis des millions et des millions s'écroulent, pour avoir des installations électriques solides, pour aider le gouvernement à avoir des ponts, des routes, des ports, des aéroports qui sont solides. Des missions d'essai, d'études, de contrôle qualité, d'expertise, de sécurisation électrique et d'économie d'énergie accessibles à tous et qu'il faut résumer ainsi. Répondre aux problèmes géotechniques posés par la construction d'ouvrages de génie civil et de bâtiments. 60 ans d'expertise qui enregistrent la participation de l'entreprise à d'importantes réalisations nationales et sous-régionales, notamment le Palais des Sports de Trècheville, les ponts de Gaulle et Henri-Conan-Bédier, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et le pont Sao Vicente en Guinée-Bissau. L'entreprise emploie près de 200 agents et elle ouvrira ses portes le 31 octobre après une journée de réflexion sur le bilan et les perspectives ce 30 octobre. Des précisions de Christelle Menant. Une cantine scolaire réhabilitée et des dons pour l'école primaire publique de Kofikro, village situé dans la commune de Bingéville. C'est l'initiative de deux organisations non gouvernementales. Il s'agit de soutenir les actions menées par le gouvernement ivoirien pour le développement des villes et villages.
Les populations de Kofikro, village situé à environ 15 km de Bingerville, sont heureuses. Elles viennent de recevoir des dons en nature d'une valeur de 40 millions de francs CFA de la part de l'ANCPCI, Association nationale pour la citoyenneté et la prévention en Côte d'Ivoire. Les responsables de cette structure, en plus de ces dons, décident d'achever et réhabiliter la cantine scolaire du village. Nous sommes ici aujourd'hui pour contribuer à améliorer le cadre et la qualité de vie dans ce village et surtout pour la scolarité. L'initiative est de Amon Angba Lucien, fils du village de Kofikro. Je me souviens qu'il y a des enfants qui ont dû arrêter l'école parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour pouvoir se restaurer à midi. Vous savez, il faut faire 7 km, aller des enfants de 6 ans. On vous donnait peut-être 25 francs à 15 francs pour se restaurer. Et quand tu perdais l'argent, ils n'arrivaient pas à manger. Donc pour eux, ils préféraient fuir, ne même pas aller ce qu'on appelait l'école buissonnaire. J'ai des amis malheureusement qui ont connu ça, qui n'ont pas pu arriver là où nous sommes arrivés. Chefs de village, élèves, parents d'élèves et responsables de l'école, tous saluent le geste de l'ANCPCI. Notre jeune cadre, Amon Angba Lucien, est vraiment dévoué. Il fait beaucoup pour ce village. On a dépassé. On ne savait pas que ce serait quelque chose de grandiose comme ça aujourd'hui. Notre école regorge d'élèves qui viennent de contrées différentes. Ça fait qu'à midi, ils ont des problèmes pour se restaurer. Et souvent, quand ils repartent à la maison pour manger, ils reviennent en retard. Donc avoir la cantine sur place, ça va nous permettre quand même de finir avec le taux d'absentéisme dans nos classes. L'ANCPC Côte d'Ivoire a eu le soutien des membres de l'ANCPC de France, comme Kofikro, les villes de Yamsoukro, Tafiré, Korogo et bien d'autres villes et villages de la Côte d'Ivoire bénéficieront de ce projet de réhabilitation. On faisait le point avec Koné Pargassoro. Une autre commémoration dans cette édition. La congrégation des missionnaires clarétins célèbre ses 25 ans d'implantation en Côte d'Ivoire. Fondée par saint Antoine-Marie Claret, la famille clarétaine est constituée d'instituts religieux et de mouvements laïques qui s'occupent entre autres de l'éducation et de la formation spirituelle. Chants, louanges et actions de grâce sont les moments forts de cette fête. La célébration du jubilé d'argent de la présence des missionnaires clarétains en Côte d'Ivoire. Issue de la communauté catholique, la congrégation des missionnaires clarétains ou fils du cœur immaculé de la Vierge Marie est fondée par saint Antoine-Marie Claret le 16 juillet 1849. Inspiré par le Saint-Esprit, il reçut la mission d'évangéliser non seulement par le moyen de la parole de Dieu, mais plus par la manifestation de l'amour à travers des œuvres de charité et de compassion envers les plus démunis. L'annonce de la parole de Dieu s'accompagne toujours d'actes en fonction du cadre là où on se trouve. Et c'est comme cela que dans beaucoup de pays, nous avons aussi des universités, nous avons des collèges, nous avons même des cliniques pour répondre aux besoins. Mais ça, c'est pour accompagner l'annonce de la parole. Implantés en Côte d'Ivoire depuis 25 ans, les missionnaires clarétains de notre pays ont tenu à célébrer ce grand moment de la vie de leur congrégation par une messe d'action de grâce. Le père Alou Siméon, curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridi, a dit toute sa joie quant à la tenue de cette célébration dans sa paroisse. C'est une fierté d'abriter cette activité, cette messe solennelle qui marque le lancement des activités qui vont alimenter l'année jubilaire de notre présence en Côte d'Ivoire. Message d'appel à la tolérance, à l'amour du prochain et prière pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire ont marqué la fin de la messe de célébration des 25 ans de la présence des missionnaires clarétains en Côte d'Ivoire. Un reportage de Serge Gongouma. Des images à présent. L'Abissa 2014, la célébration du Nouvel An chez le peuple Nzima Kotoko bat son plein. Le roi Désiré Tanoé a fait aujourd'hui sa première parade au quartier France de Grand Bassam. Les festivités vont s'achever le 2 novembre prochain avec des bénédictions pour les 12 prochains mois. Législative en Tunisie, le principal parti laïque Nida Tounes remporte les élections devant les islamistes de Enarda. Les observateurs onusiens saluent un scrutin démocratique. Des élections crédibles et transparentes. Mardi, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a estimé que les législatives de dimanche dernier en Tunisie ont permis au peuple de voter librement. Selon les premiers résultats, le parti islamiste au pouvoir Enarda arrive deuxième, derrière les laïcs de Nida Tounes. Le parti victorieux devra former une coalition pour gouverner. Prochain rendez-vous électoral en Tunisie, la présidentielle du 23 novembre.
Des violences dans le sud du Nigeria. 4 policiers ont été tués dans la région pétrolifère du delta du Niger par des hommes armés. Ces derniers ont également kidnappé 6 employés nigérians d'une compagnie pétrolière. Le Pakistan, foyer de résistance à la poliomyélite. Islamabad détient en effet un triste record, soit 80% des cas sur la planète. La raison, certaines régions musulmanes dans le pays pensent à tort que le vaccin à ingérer dans la bouche contient du porc, d'autres qu'il rend stérile. C'est accompagné de policiers que ces vaccinateurs anti-polio vont frapper aux portes au Pakistan. Ils sont la cible des talibans qui les attaquent. Les vaccinateurs ont peur des représailles et ils ont raison. Les menaces sont fréquentes. Un homme est arrivé en vélo. Il m'a dit « Si tu veux sauver ta vie, va-t'en. Ma mère et mon père m'ont interdit de continuer la vaccination, sauf si on m'envoie dans des endroits tout proches, sinon je ne peux plus. » Depuis 2011, les talibans ont assassiné plus de 60 vaccinateurs. Conséquence, la polio gagne du terrain. Le Pakistan recense 80% des cas sur la planète. Problème de sécurité, mais problème d'organisation aussi. Nos salaires arrivent en retard. Parfois, on a notre paye 3 mois plus tard. D'autres fois, c'est 4 mois. C'est un gros problème parce que beaucoup de nos agents de santé sont veuves et n'ont pas d'autres sources de revenus. La polio peut tuer ou paralyser un enfant en quelques heures seulement. Le gouvernement a qualifié la situation d'urgence sanitaire. Notre opération doit être encore renforcée. Nous devons assumer la responsabilité de nos faiblesses. Et c'est, je pense, la meilleure façon d'avancer. Cette année encore, 350 000 enfants ne seront pas vaccinés contre la polio au Pakistan. Peut-être une lueur d'espoir dans les recherches d'un remède contre le virus Ebola. Les premiers tests de vaccins contre la fièvre hémorragique devraient commencer cette semaine en Suisse. Aux États-Unis, la 2e infirmière américaine guérie après avoir été infectée par le virus Ebola en soignant un Libérien dans un hôpital de Dallas doit sortir aujourd'hui. Annonce faite par le centre hospitalier où elle était traitée. Et pour contrer la maladie, Washington revoit aujourd'hui ses mesures pour les voyageurs. Suite à la polémique sur la mise en quarantaine imposée par certains États américains, les autorités des États-Unis ont proposé lundi de nouvelles mesures pour contrôler les voyageurs revenant de pays touchés par Ebola en 4 catégories en fonction des risques. Les centres américains de contrôle et de la prévention des maladies rappellent qu'une personne n'est contagieuse que si elle développe les symptômes de la maladie. L'ONU a lancé un appel à ne pas stigmatiser les soignants de retour d'Afrique de l'Ouest. On ne doit pas faire subir des restrictions qui ne sont pas basées sur la science. Ceux qui développent les infections doivent être soutenus et non pas stigmatisés. Le meilleur moyen pour se protéger contre le virus d'Ebola, c'est de stopper l'épidémie sur place, à la source en Afrique de l'Ouest. Ces nouvelles mesures concernent moins de 100 personnes par jour qui arrivent dans un des 5 aéroports américains où sont contrôlés les voyageurs venant du Libéria, de Sierra Leone et de Guinée, pays les plus touchés par l'épidémie. Sont considérés à haut risque le personnel médical ayant soigné des malades d'Ebola. Le cas de Samantha Power, ambassadrice américaine aux Nations Unies, actuellement en visite en Afrique de l'Ouest, a été évoqué. Pour elle, les travailleurs de santé doivent être traités avec respect à leur retour. Il est très important que les personnels qui viennent ici, qui quittent leur famille, quittent une vie assez confortable pour venir soigner l'Ebola sur place. C'est très important qu'ils soient bien accueillis à leur retour aux États-Unis. Dans le même temps, je pense que la crainte des gens est légitime. Une infirmière américaine de retour de Sierra Leone, placée d'office en quarantaine alors qu'elle ne présentait aucun symptôme, a affirmé avoir été traitée en criminelle à son arrivée au New Jersey. Le Pentagone a annoncé cependant que les soldats américains de retour de mission contre Ebola en Afrique de l'Ouest seraient placés à l'isolement pendant 3 semaines sur la base de Vicenza, en Italie.
Les suites de l'affaire des 43 étudiants disparus au Mexique. Les autorités mexicaines annoncent la découverte dans le sud du pays d'une nouvelle fosse commune clandestine. Mexico signale également 4 arrestations supplémentaires dans la région d'Iguala. Voilà, demain, d'autres informations.